Alexandre Fournier, un millionnaire sur le point d'épouser une héritière, aperçut un garçon qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau dans la salle comble d'invités. L'enfant cria « Papa !» devant 200 personnes. Ce qu'il fit ensuite allait tous les choquer. « Papa !» Le cri déchira la salle comme une lame. 200 têtes se tournèrent en même temps. Le bruit des verres et des conversations s'éteignit en une seconde. Léo courut entre les tables. Ses petits pieds martelaient rapidement le marbre italien. Il se dirigeait droit sur Alexandre. Le millionnaire recula. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qui est cet enfant ?» murmura Sophie, la mariée à ses côtés. Bouche bée. Le garçon passa devant des serveurs figés. Il passa devant des invités qui levaient déjà leur portable. Il passa devant la table d'honneur où la mère d'Alexandre laissa tomber sa serviette en lin. « Léo !» cria Clara, courant après son fils. Sa voix était désespérée. Ses yeux imploraient un pardon silencieux, tandis qu'elle traversait la salle. Son simple uniforme d'employé de maison contrastait avec les robes haute couture qui l'entouraient. 3 agents de sécurité firent un pas en avant. Un verre en cristal tomba d'une table, se brisa sur le sol. Mais Léo ne s'arrêta pas. Il arriva jusqu'à Alexandre. Il lui serra la jambe de toutes ses forces. Il la serra comme si sa vie dépendait de ce contact. « Papa, je t'ai trouvé. » Toute la salle retint son souffle. Alexandre baissa les yeux, vers ses yeux verts, identiques aux siens, vers ses cheveux foncés avec le même épi tenace sur le front, vers la forme de ce visage qui était le miroir de son propre reflet. Sophie recula de 2 pas. Sa main couvrit sa bouche. Les caméras des portables capturèrent la scène. Les flashs crépitèrent, les chuchotements éclatèrent comme un feu d'artifice. « Alexandre, que se passe-t-il » La voix d'Éléonore déchira l'air. Sa mère était debout, les yeux fixés sur Clara. Alexandre attrapa le bras de Clara. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. Il la tira violemment. « Sors ce gamin d'ici, tout de suite, ou tu perdras tout. » Le visage de Clara devint blanc comme un linge. Comment le père de son propre fils pouvait-il faire ça? Les yeux de Léo déclenchèrent un souvenir dans l'esprit de Clara. Ces mêmes yeux verts qui l'avaient fait tomber amoureuse. 5 ans plus tôt. Clara avait 22 ans quand elle fut engagée pour travailler à la Villa Fournier. C'était sa première semaine. Elle nettoyait la cuisine à 11 heures du soir quand Alexandre entra. Encore debout, elle sursauta. Laissa tomber un chiffon par terre. « Pardon, monsieur Fournier. Je finis. » Il sourit. Un sourire différent de celui qu'il montrait à sa famille. Sincère. « Appelle-moi Alexandre, et tu n'as pas à t'excuser de travailler. » Les jours suivants, il passait toujours la voir. Il parlait de tout, de films, de rêves, d'histoires d'enfance. Il était gentil. Il la traitait comme son égale, pas comme les autres Fournier qui regardaient à peine les employés. Un soir, dans le jardin, c'est arrivé. Il lui prit le visage entre ses mains, l'embrassa lentement, comme si elle était de porcelaine. « Tu es spéciale, Clara, différente de toutes les autres. » Elle le crut. 3 mois plus tard, le test de grossesse fut positif. Clara pleura de joie. Elle imagina qu'Alexandre serait heureux lui aussi. Elle imagina un avenir ensemble. Elle le chercha dans son bureau, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. « Alexandre, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. » Le silence qui suivit dura une éternité. Son visage changea. La gentillesse disparut comme de la fumée. « Combien tu veux ?» Clara cligna des yeux, confuse. « Comment ça? Combien? Tu veux pour régler ça ?» Il ouvrit un tiroir, sortit un carnet de chèques. 10 000, 20, écrit le montant. Mais cette histoire disparaît. Aujourd'hui. Ses jambes se dérobèrent sous elle. « Alexandre, c'est notre fils, notre bébé. » Il rit, un rire froid, tranchant. « Notre? Tu as vraiment cru que c'était réel ?» Il désigna l'espace entre eux. « Tu es l'employé. Je suis un Fournier. Ça n'a jamais rien été. » Clara sentit le monde s'effondrer. « Je n'avorterai pas. Je vais avoir ce bébé. » Son visage se durcit. « Alors tu es renvoyé, sans référence. Et si tu essaies de me poursuivre en justice, je te briserai. J'ai des avocats qui vont te détruire. » 2 gardes apparurent à la porte. Clara fut escortée dehors.
Ses affaires jetées dans un sac en plastique. Le portail de la villa se referma derrière elle avec un bruit sec et définitif. Elle jeta un dernier regard en arrière. Alexandre était à la fenêtre du 2e étage. Il la regardait partir, sans aucune expression. Ce jour-là, Clara se fit une promesse. Léo connaîtrait la vérité, peu importe le temps que ça prendrait. Tout cela lui traversa l'esprit en 3 secondes. De retour dans la salle, les doigts d'Alexandre serraient encore son bras. Léo étreignait toujours sa jambe. 200 personnes regardaient encore, et Éléonore Fournier marchait vers eux. Son regard reconnaissant Clara, un regard qui promettait la guerre. Clara prit une profonde inspiration. Elle se dégagea de la poigne d'Alexandre d'un coup sec. Elle se pencha à la hauteur de Léo. « Mon amour, reviens avec moi. »« Mais c'est papa, maman. » Léo montra Alexandre, les yeux brillants d'espoir. Clara prit la main de son fils. Elle se releva, faisant face à Alexandre, à Sophie, à tous les invités et leurs portables braqués sur elle. « Je suis seulement venue pour que mon fils puisse connaître son père. » Elle parla assez fort pour que tout le monde entende. Rien de plus. Sophie s'avança. « Quelle est cette absurdité? Pour qui te prends-tu? Je suis Clara Martin. J'ai travaillé ici il y a 5 ans. Et voici Léo, le fils d'Alexandre Fournier. » La salle explosa en murmures. Clara ouvrit le petit sac qu'elle portait. Elle en sortit une enveloppe jaunie. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta ferme. « J'ai apporté l'acte de naissance. Le nom du père est laissé en blanc parce qu'il a refusé de signer. Mais j'ai des preuves, des messages, des photos. Donne-moi ça. » Alexandre lui arracha le papier des mains, le déchira en 2, puis en 4, puis en morceaux si petits qu'ils ressemblaient à des confettis. Il les jeta par terre. « Tu n'as rien. Absolument rien. » Clara sentit les larmes lui brûler les yeux, mais n'en laissa couler aucune. Pas ici, pas devant lui. Léo se mit à pleurer. « Maman, pourquoi papa est en colère ?» 3 gardes entourèrent Clara. Des mains lourdes se posèrent sur ses épaules. « Allons, madame. Vous troublez l'ordre public. » Clara essaya de résister. Elle essaya d'atteindre Léo qui tendait ses petits bras vers elle. « Lâchez ma maman !» cria le garçon, frappant les gardes de ses petites mains. L'un d'eux saisit Clara par le bras. Il commença à la traîner vers la sortie. Elle trébucha sur ses propres pieds, tomba à genoux sur le marbre froid. La douleur lui remonta vivement dans la jambe. Mais la plus grande douleur était dans sa poitrine, celle de voir Léo pleurer, d'être humilié devant des centaines d'inconnus. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle au garde, « laissez-moi juste prendre mon fils. » Il ne répondit pas. Il continua simplement à la tirer. Ils traînèrent Clara dans le couloir, passèrent les portes à double battant. Arrivèrent au parking, la jetèrent sur le sol en béton. Clara s'écorcha les paumes des mains. Elle sentit le goût du sang sur la lèvre qu'elle s'était mordue en tombant. Elle resta là, à genoux, seule dans le parking vide. À l'intérieur, Léo criait encore son nom. La porte s'ouvrit derrière Clara. Éléonore Fournier sortit. Ses talons claquaient sur le béton. À la main, un sac Hermès qui valait plus qu'une voiture. Elle s'arrêta devant Clara, la regarda de haut avec mépris. « Lève-toi. J'ai une proposition à te faire. » Clara se releva lentement, essuya ses mains ensanglantées sur sa robe simple. Éléonore ouvrit son sac, sortit un carnet de chèques. « Combien veux-tu pour disparaître ?» Clara eut la nausée. « Je ne veux pas d'argent. Je veux juste qu'il reconnaisse son fils. » Éléonore rit, un son sec, sans humour. « Ma chère, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. » Elle griffonna quelque chose sur le chèque, arracha la feuille, la tendit à Clara. Le montant était en blanc. « Écris ce que tu veux. 1 million, 2, ça m'est égal. Mais tu signes un papier disant que tu ne t'approcheras plus jamais de ma famille. » Clara regarda le chèque. Ce bout de papier qui pourrait changer sa vie, donner à Léo une vraie maison, une éducation, un avenir. Sa main s'avança, toucha presque le papier. « Non !» Elle retira sa main. « Mon fils mérite un père, pas de l'argent sale. » Le visage d'Éléonore se durcit. « Tu fais une grave erreur. J'ai des juges, des procureurs, des commissaires, tous dans ma poche. » Elle s'approcha.
Son parfum cher envahit les narines de Clara. « Si tu insistes, je t'enlève ton fils. Je le mets dans un orphelinat si loin que tu ne le reverras plus jamais. » Le sang de Clara se glaça. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux. Et je le ferai, à moins que tu n'acceptes mon argent et que tu fiches le camp. » La porte s'ouvrit à nouveau. Sophie sortit. Sa robe de mariée traînait sur le sol, le visage rouge de colère. « C'est elle ? La salope qui essaie de gâcher mon mariage ?» Éléonore se tourna. « Sophie, ma chérie, je suis en train de régler ça. » Sophie l'ignora, marcha droit sur Clara. « C'est toi qui as monté tout ça, n'est-ce pas ? Tu as dressé ce gamin pour provoquer un scandale. Combien la campagne de mon père t'a payé pour m'humilier ?» Clara cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Non, je voulais juste qu'Alexandre connaisse son fils. »« Menteuse !» cria Sophie. Son père apparut derrière elle. Antoine Dubois, homme d'affaires connu, lui aussi millionnaire, lui aussi puissant. « Ma petite, tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Il sortit son portable de sa poche. « J'appelle mes avocats. Je vais te poursuivre pour diffamation, calomnie et tout ce que je pourrai trouver. » Clara sentit le monde tourner. 3 personnes puissantes l'entourant, la menaçant, la détruisant. Un garde apporta des documents. Des feuilles imprimées sur du papier à en-tête. « Signe ici. » Éléonore lui fourra un stylo dans la main. « Tu renonces à tout lien avec la famille Fournier. Tu reconnais avoir menti, et tu ne t'approches plus jamais. » Clara regarda les papiers, le lourd stylo dans sa main. Elle pensa à Léo, à ce que ce serait de grandir sans sa mère. Seule, dans un endroit froid et lointain. Sa main trembla sur le papier, la porte s'ouvrit une fois de plus. 2 gardes portaient Léo. Le garçon se débattait, pleurait, criait « Maman, maman !» Les yeux de Clara croisèrent ceux de son fils. Elle y vit la peur, le désespoir, la certitude qu'elle le sauverait. Quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage. Une rage pure et brûlante. Clara repoussa les papiers. Ils s'envolèrent et tombèrent par terre. « Non !» Éléonore s'avança. « Qu'as-tu dit ?» Clara se redressa, essuya ses larmes du revers de la main. « J'ai dit non. Vous pouvez me menacer. Vous pouvez me poursuivre. Vous pouvez essayer de me détruire. Mais la vérité éclatera, d'une manière ou d'une autre. » Éléonore sourit. Un sourire froid comme la glace. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » Les lumières du parking brillaient encore intensément lorsque des sirènes déchirèrent l'air en approchant. Une voiture de police s'arrêta brusquement sur le trottoir. 2 agents descendirent, uniforme impeccable, regard sérieux, l'un d'eux discutait à voix basse dans sa radio. Éléonore fit un signe de tête discret, un signe de reconnaissance. Clara respirait à peine. Le froid lui montait dans les bras. Elle vit Léo serré contre un garde, sanglotant doucement. Les policiers ne la regardèrent même pas. L'un des hommes se dirigea directement vers Alexandre, lui tendit formellement la main. « Bonsoir, monsieur Fournier. Comment souhaitez-vous que nous procédions ?» Clara fit un pas en avant. Éléonore l'intercepta. « Cette femme a fait irruption au mariage. Elle menace mon fils, a troublé l'ordre, fait pleurer un enfant, et elle répand des calomnies dangereuses contre la famille Fournier. » dit Éléonore, froide, et mesurant chaque mot comme une sentence. Alexandre signa un papier dans le dos de l'agent qui remplissait déjà la paperasse pour s'assurer que la version des faits était établie, peu importait la vérité. L'autre policier se tourna vers Clara, les yeux impersonnels, las. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour violation de propriété privée et trouble à l'ordre public. »« Non, s'il vous plaît, » tenta d'expliquer Clara. « Tout ce que je veux, c'est... »« Pas de scandale, » dit la voix du policier. « Tournez-vous, les mains dans le dos. » Alexandre arracha Léo des bras de sa mère sans hésiter. Léo cria, se débattit. Clara sentit le froid des menottes se refermer sur ses poignets. Toute la salle observait à travers les baies vitrées. Des dizaines de portables se levèrent. En streaming live, les vidéos tourbillonnaient sur les réseaux sociaux à cet instant même. « Maman! Maman !» Léo hurlait, sa voix s'estompant alors que Clara était conduite, presque traînée, vers la voiture de police. En arrière-plan, Sophie pleurait de rage et Léonore rajustait son maquillage. La voiture de police fila à travers les rues de la ville.
L'odeur de plastique de la banquette brûlait les souvenirs de Clara. Elle se souvint des premiers coups de pied de Léo dans son ventre, de l'accouchement, des nuits passées à lui chanter doucement pour le calmer, de la promesse qu'elle s'était faite de toujours le protéger. Maintenant, il était seul, entouré de loups. Le commissariat était froid, les murs écaillés et la lumière blanche oppressante. Le policier enregistra ces informations avec ironie. « Une employée qui veut devenir reine, hein ? Vous avez essayé d'arnaquer un riche et vous avez fichu votre vie en l'air. Restez là, vous pensiez gagner le gros lot ?» Clara ne répondit pas. Elle ne pleura pas, même en voyant son portable confisqué, ni en voyant les barreaux se refermer derrière elle, des tissus humides, une odeur de saleté. Une femme dormait sur un banc, une autre criait au fond de la cellule à propos de ses enfants qu'elle n'avait jamais revus. Les heures s'écoulèrent lentement. Clara passa la nuit à se réveiller en sursaut, entendant des insultes entrecoupées entre les cellules. Une détenue, allongée à côté d'elle, lui montra un portable caché. « Tu es célèbre maintenant, regarde. Une employée folle débarque dans une fête chic et fait un scandale avec son fils bâtard. » La vidéo était devenue virale. Les commentaires cruels pleuvaient. « Mère au foyer qui veut de l'argent facile. Celle-là a dressé le gamin pour faire chanter le marié. Les riches doivent se protéger de ces sangsues. » Clara sentit son visage s'empourprer. Elle n'avait toujours pas droit à un appel. Elle transpirait à grosses gouttes en pensant à Léo. « Lui a-t-on donné à manger? A-t-il dormi ?» demande-t-il déjà après elle. Elle trembla. Au petit matin, enfin libérée, poussée hors du commissariat avec une ordonnance du tribunal en main. Une avocate blonde lui sourit sarcastiquement. « N'essayez pas de vous approcher du garçon ou de la famille Fournier. Tout contact et vous revenez ici demain, compris ?» Clara sortit par la porte latérale dans la lumière du jour. Une équipe de télévision attendait quelqu'un, mais pas elle. On ne lui demanda pas d'interview. Elle s'éloigna rapidement des flashs, des regards apitoyés. Elle prit 2 bus et marcha des mètres pour rejoindre la maison délabrée au bout de la rue en terre battue. Portail cabossé, murs infiltrés d'eau. Madame Martine, la voisine, attendait. Le petit n'a presque pas dormi, il n'arrêtait pas de pleurer. « Maman revient. Il a de la fièvre. » Clara serra Léo dans ses bras, qui dormait sur un vieux matelas, le visage en sueur, les yeux gonflés. Elle s'assit à côté de lui. Elle passa des heures à caresser les cheveux de son fils, lui chuchotant des promesses. « Maman est là, tout va bien. » Le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait plus que d'eux, et la misère environnante. Léo se réveilla, les yeux effrayés. Il serra sa mère fort contre lui et demanda d'une petite voix « On va voir papa aujourd'hui ?» Clara n'eut pas de réponse. Elle resta silencieuse, sentant l'étau de l'injustice. Elle essaya d'appeler Alexandre, numéro bloqué. Elle essaya d'appeler le standard de la villa, on lui raccrocha au nez. Elle réfléchit vite, elle avait besoin d'une aide juridique. Elle gratta quelques pièces au fond de son sac et se rendit dans un petit cabinet d'aide juridique au coin de la rue. Une jeune avocate, maître Dubois, écouta toute l'histoire. Elle hocha la tête, les yeux attentifs. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-elle. Clara réfléchit rapidement. Des messages. Peut-être que l'ancienne cuisinière avait gardé des conversations. Les vêtements de Léo de son premier anniversaire, des photos. Maître Dubois lui demanda de tout rassembler. Les enfants avaient des droits. Avant que Clara ne puisse répondre, on frappa à la porte, interrompant la conversation. 2 hommes en costume, accompagnés d'une assistante sociale, entrèrent brusquement. Clara Martin, huissier de justice. Voici une convocation et une enquête de garde sera ouverte pour négligence maternelle. Nous avons reçu des plaintes et nous joignons des photos montrant l'environnement dangereux et les conditions précaires. L'assistante sociale parcourut la maison, notant les infiltrations, les prises dénudées, la salle de bain minuscule, aux carreaux manquants. Ses yeux froids passèrent sur Léo, adossé au coin du mur. Ce garçon aura un suivi médical, psychologique, et pourra être transféré immédiatement en cas d'indice de risque. Les jambes de Clara flageolèrent à nouveau. Elle essaya d'argumenter. « Je me suis toujours occupée de lui. Je travaille jour et nuit. Il n'a jamais manqué de nourriture. Il n'a jamais eu une égratignure sans que je sois là. » Les photos, cependant,
montrait Léo seul sur une place. Un montage grossier et de faux témoignages juraient qu'elle laissait son fils abandonné pour sortir. Le rapport avait été rédigé avant même leur arrivée. Alexandre, Éléonore et Sophie avaient tout préparé. Léo sentit la tension. Il se blottit contre sa mère en la serrant fort. « J'ai peur, maman. » Clara ne répondit pas à l'assistante. Quand les hommes furent partis et que le portail se fut refermé, elle s'effondra sur le matelas, serrant Léo dans ses bras, pleurant en silence pour ne pas le réveiller. Le fond du gouffre était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Elle regarda le salon vide, son fils malade, la peur suintant de toute la maison. Son cœur était lourd, seul contre des monstres, victime d'une injustice, sans défense. Il ne lui restait plus qu'à pleurer sans consolation, toujours serré contre son fils. C'était la ruine absolue, la fin de ses forces. Plus rien ne semblait possible. La nuit tomba lourdement sur la maison. Léo s'endormit enfin après des heures de pleurs. Clara resta là, assise sur le sol froid de la minuscule salle de bain, la porte fermée pour ne pas réveiller son fils. Elle regarda le miroir fissuré. Elle vit son visage enflé, ses yeux rouges, ses mains qui tremblaient encore. Elle pensa à abandonner, à laisser Alexandre prendre Léo. Au moins, le garçon aurait une vraie maison, de la nourriture sur la table tous les jours, une école privée, des vêtements neufs, un avenir. Elle n'avait rien à lui offrir, à part de l'amour. Et l'amour ne payait pas les factures. L'amour n'empêchait pas l'assistante sociale de lui enlever son fils. Elle ouvrit le tiroir de l'armoire branlante. Elle cherchait un élastique à cheveux. Elle trouva une vieille photo, pliée et jaunie. C'était elle, enceinte de 7 mois, souriante, tenant l'échographie à la main. Elle croyait encore qu'Alexandre reviendrait, qu'il reconnaîtrait son erreur, qu'il serait un père, comme elle avait été naïve. Elle retourna la photo. Au dos d'une écriture tremblante, il y avait un mot qu'elle s'était écrit ce jour-là. « Ne laisse jamais personne effacer la vérité. Léo mérite de savoir qui est son père, et son père mérite d'affronter ce qu'il a fait. » Les larmes coulèrent, chaudes. Mais quelque chose de différent naquit avec elle. Ce n'était plus du désespoir. C'était de la détermination. Elle prit son vieux portable, l'écran fissuré, la batterie presque à plat. Elle chercha dans ses contacts. Elle trouva le numéro de Françoise, l'ancienne cuisinière de la Villa Fournier. La femme avait été renvoyée 2 ans plus tôt, mais elle avait toujours été gentille avec Clara. Elle composa le numéro. 3 sonneries, 4. Personne ne répondait. À la 6e sonnerie, une voix rauque et effrayée. « Allô ? Françoise, c'est moi. Clara. » Silence de l'autre côté. Puis un lourd soupir. « Ma petite, j'ai vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. Mon Dieu, cette famille est dangereuse. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à eux. Je sais. » Clara s'essuya le visage du revers de la main. « Mais je ne peux pas abandonner maintenant. J'ai besoin de ton aide. » Françoise hésita. Clara entendit le bruit d'une porte qui se fermait, des pas étouffés. Puis la voix revint, plus basse. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? N'importe quoi, n'importe quelle information. Quelque chose qui prouve qu'Alexandre a déjà fait ça avant. Que je ne suis pas la première. » Un autre silence, plus long. Clara retint son souffle. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit enfin Françoise, la voix tremblante. « Alexandre a un autre enfant, une fille de 8 ans. » Le cœur de Clara s'emballa. « Comment ça ? La mère était employée dans leur domaine à la campagne. Elle est tombée enceinte d'Alexandre il y a 9 ans. La même histoire que la tienne, des promesses, l'abandon, des menaces. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Françoise prit une profonde inspiration. « Madame Éléonore l'a payé pour qu'elle disparaisse. Beaucoup d'argent. Mais la femme ne pouvait pas rester loin de sa fille. Elle a essayé de revenir, de demander plus. Elle a menacé de tout révéler. 3 mois plus tard, elle est morte, renversée par une voiture qui roulait à toute vitesse. On n'a jamais retrouvé le conducteur. » Clara sentit son sang se glacer. Et l'enfant ? Elle vit dans un orphelinat à Lyon. C'est sœur Thérèse qui s'en occupe. Une fille magnifique, cheveux foncés, yeux verts. Le portrait craché d'Alexandre. Clara nota le nom de l'orphelinat sur un bout de papier. « Françoise,
Tu peux me donner le contact de sœur Thérèse? Je peux. Mais Clara, écoute-moi bien. La voix devint encore plus sérieuse. Cette famille tue. Pas littéralement, mais ils brisent des vies. Ils font emprisonner des gens. Ils achètent des témoins. Ils font disparaître des gens. Tu es sûr de vouloir continuer? Clara regarda le couloir sombre. Léo dormait de l'autre côté, innocent, sans comprendre pourquoi son père le rejetait. Pourquoi la vie était si dure? J'en suis sûr. Françoise lui envoya le numéro par message. Elle raccrocha avec un dernier avertissement. Fais attention, ma petite, et que Dieu te protège. Clara resta là, assise sur le sol froid, le portable à la main. La batterie indiquait 15%. Mais l'espoir en elle venait de se recharger complètement. Elle n'était pas la seule. Il y avait un autre enfant. Un autre abandon, un schéma. Si elle parvenait à le prouver, Alexandre n'aurait aucun moyen de nier. Il n'aurait pas assez d'argent pour acheter suffisamment de juges, pour effacer 2, 3, peut-être plus d'histoires identiques. Elle se leva, se lava le visage à l'eau froide, regarda son reflet dans le miroir fissuré. Elle n'était plus la même femme effrayée d'il y a quelques heures. Elle retourna dans la chambre, se coucha à côté de Léo, lui embrassa le front en sueur. « Je me battrai, mon fils. Peu importe ce qu'il en coûtera. Demain, elle irait à l'orphelinat, elle trouverait la fille, elle trouverait la vérité. Et Alexandre Fournier paierait enfin pour ce qu'il avait fait. Le trajet en bus jusqu'à Lyon dura 3 heures. Clara laissa Léo à Madame Martine, qui promit de s'en occuper comme de son propre petit-fils. Le garçon dormait encore quand elle partit, à 5 heures du matin, le ciel encore sombre. L'orphelinat se trouvait dans une rue tranquille, loin du centre. Un bâtiment ancien, la peinture écaillée, mais propre. Un petit jardin à l'avant avec des balançoires rouillées. Des enfants jouaient dans la cour intérieure, leur rire résonnant par les fenêtres ouvertes. Clara sonna. Une religieuse âgée lui ouvrit, vêtue d'un habit bleu marine, les yeux gentils mais fatigués. « Bonjour, je cherche sœur Thérèse. » La religieuse l'étudia un instant. « Vous êtes la jeune femme de la vidéo, celle qui a confronté Alexandre Fournier. » Clara sentit son visage s'empourprer. La nouvelle était donc parvenue jusqu'ici. « C'est moi. Je suis venu parler de sa fille qui vit ici. » La religieuse soupira, lui fit signe d'entrer. Thérèse se trouvait dans un petit bureau, une table couverte de papier, des étagères remplies de jouets donnés. Elle se leva en voyant Clara. Elle était plus jeune qu'elle ne l'imaginait, peut-être 40 ans, le visage marqué par l'inquiétude. « Vous êtes la 3e, dit-elle sans détour. Clara cligna des yeux. « Comment ça ? La 3e femme qui vient ici chercher des réponses sur Alexandre Fournier. Asseyez-vous. » Clara s'assit sur la chaise en bois. Ses jambes tremblaient. Sœur Thérèse prit un dossier dans une armoire, le posa sur la table. Sophia a 8 ans. Elle est arrivée ici à 3 ans. Sa mère, Aurélie, travaillait dans le domaine des fourniers à la campagne. La même histoire. Des promesses d'amour, une grossesse, un abandon. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des photos d'une magnifique petite fille, des cheveux foncés et ondulés, des yeux verts perçants. La forme de son visage était sans équivoque. C'était Alexandre en miniature. « Elle lui ressemble trait pour trait, » murmura Clara. « Et à votre fils, j'imagine. » Sœur Thérèse lui montra d'autres photos. Sophia dessinait de manière compulsive. Toujours le même thème, une grande maison, un homme en costume, une voiture de luxe. En dessous, écrit d'une main d'enfant, « Mon papa va venir me chercher. » Clara sentit sa poitrine se serrer. Qu'est-il arrivé à sa mère? Thérèse ferma les yeux un instant avant de répondre. Aurélie a accepté l'argent d'Éléonore, un demi-million d'euros pour disparaître et ne plus jamais en parler. Elle a signé des papiers, elle est partie dans une autre ville, mais 6 mois plus tard, elle est revenue. L'argent était fini, elle avait des addictions, des problèmes. Elle est venue en exiger plus, elle a menacé de tout révéler. Et, 3 semaines plus tard, elle a été renversée. Une rue déserte, 10 heures du soir. Une voiture roulant à vive allure. Le conducteur a pris la fuite. Des témoins ont dit que ça semblait intentionnel. La voiture a accéléré en la voyant traverser. Clara se couvrit la bouche de la main.
Ils l'ont tué? Ça n'a jamais été prouvé. L'affaire a été classée en 2 mois. Manque de preuves, ont-ils dit. Mais ici, nous connaissons tous la vérité. Thérèse poussa le dossier vers Clara. Prenez ça. Il y a des lettres qu'Aurélie a écrites à Alexandre. Des messages sauvegardés. Et le test ADN. Il a été fait à la naissance de Sophia. Positif. Compatibilité à 99,9%. Clara prit le dossier, les mains tremblantes. Pourquoi me donnez-vous ça? Parce que Sophia mérite justice. Et parce que vous êtes assez courageuse pour les affronter. Thérèse se pencha en avant. Mais vous devez savoir, ils essaieront de vous détruire. Ils saliront votre nom, menaceront votre vie, vous enlèveront votre fils. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Clara regarda les photos de Sophia. Ses yeux verts remplis d'un espoir vide. Elle pensa à Léo, qui demandait après son père tous les jours « J'en suis sûre. Voulez-vous la rencontrer ?» Thérèse emmena Clara dans la cour. Sophia était seule dans un coin, dessinant sur le sol avec des craies de couleur. Toujours le même dessin. Une grande maison, un homme en costume. Clara s'approcha lentement, s'accroupit à côté de la petite fille. « Salut, ton dessin est très joli. » Sophia leva les yeux. Ses yeux verts étudièrent Clara avec curiosité. « Tu connais mon papa ?» Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « Je le connais, et j'ai un fils qui est ton frère. » Le petit visage de Sophia s'illumina. « J'ai un frère? Comment il est ?» Clara lui montra une photo de Léo sur son portable. Sophia écarquilla les yeux. « On se ressemble, oui, beaucoup. » Sophia toucha l'écran du portable avec son petit doigt sali de craie. « Mon papa viendra me chercher un jour. Il l'a promis à ma maman. » Clara ne sut que répondre. Elle n'allait pas mentir à la fillette, mais elle n'allait pas non plus détruire le seul espoir qui lui restait. « Je ferai tout mon possible pour qu'il te rencontre, » dit-elle finalement. De retour au cabinet de Maître Valois à Paris, Clara étala tout sur la table. Photos, lettres, messages, tests ADN, certificats. Valois examina chaque document, ses yeux s'écarquillant à chaque page. « Ça change tout. » Elle frappa sur la table, enthousiaste. « Ce n'est plus seulement votre histoire et celle de votre fils. C'est un schéma de comportement, un abandon systématique, une non-reconnaissance de paternité multiple. » « Mais est-ce que c'est suffisant ?» demanda Clara. « Suffisant pour un dossier solide. Mais il nous en faut plus. » Valois prit son téléphone. « J'ai une amie journaliste, Hélène Bernard. Elle enquête sur les familles puissantes depuis des années. Elle a déjà entendu parler des Fournier. » 2 heures plus tard, dans un café discret, Hélène arriva. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, le regard affûté de quelqu'un qui a tout vu. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle à Clara. « La vidéo est devenue virale. 50 millions de vues. »« 50 millions de personnes qui me traitent de folle et d'escroc, » répondit Clara avec amertume. Hélène sourit. « 50 millions de personnes qui changeront d'avis quand je publierai mon enquête. » Elle ouvrit un ordinateur portable. Montra des dossiers et encore des dossiers. J'enquête sur la famille Fournier depuis 2 ans. Des pots de vin à des juges, des procès aux prud'hommes étouffés, du harcèlement moral et sexuel. 3 anciennes employées ont porté plainte et ont été réduites au silence, avec des accords de plusieurs millions et des clauses de confidentialité. Elle fit défiler des photos à l'écran. D'autres femmes, d'autres enfants. J'en ai trouvé 2 autres. Une en Provence, une autre en Bretagne. Elles ont toutes les 2 des enfants d'Alexandre. Elles ont toutes les 2 été payées pour disparaître. L'une a accepté et s'est volatilisée. L'autre a trop peur pour parler. Clara sentit son estomac se nouer. Combien d'enfants cet homme a-t-il? À ma connaissance, 5. Mais il pourrait y en avoir plus. Hélène referma son ordinateur. J'ai besoin de votre témoignage. Enregistré. Face caméra. Votre histoire. Si vous acceptez, ça deviendra une affaire nationale, voire internationale. Valois ajouta. Et avec les tests ADN de tous les enfants, plus les preuves documentaires, Alexandre ne pourra pas nier. Nous allons proposer une conférence de presse. Réunir toutes les mères et les enfants. Tout exposer d'un seul coup. Clara regarda les 2 femmes. Quand? Dans 5 jours.
Hélène ouvrit son agenda. Le temps de rassembler tout le monde, de préparer les documents, d'assurer la sécurité. 5 jours pour qu'Alexandre l'apprenne et essaie de l'empêcher, murmura Clara. C'est pourquoi nous garderons le secret absolu. Valois lui toucha le bras. Vous vous en sentez capable? Clara pensa à Léo, à Sophia, aux autres enfants sans père, à toutes les femmes trompées, utilisées, jetées. J'en suis capable. Hélène lui tendit la main. Alors nous sommes ensemble là-dedans, jusqu'au bout. Clara lui serra la main, fermement, décidée, jusqu'au bout. Le matin de la conférence de presse était glacial. Clara se réveilla à 5 heures, le cœur battant la chamade, les mains moites. Léo dormait encore, enroulé dans sa fine couverture. Elle lui embrassa doucement le front, sans le réveiller. Madame Martine était déjà à la porte, prête à s'occuper du garçon toute la journée. « Tout ira bien, ma petite », dit la voisine en serrant la main de Clara. « Dieu est avec toi. » Clara voulait y croire. Valois lui avait envoyé des vêtements par coursier la veille. Un pantalon noir de tailleur, une blouse blanche, simple mais bien coupée, rien d'extravagant. La dignité sans l'ostentation. Clara s'habilla en se regardant dans le miroir fissuré de la salle de bain. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas. Elle mit un rouge à lèvres discret qu'elle trouva au fond d'un tiroir. Elle ne se reconnaissait pas. Elle semblait être une autre personne. Quelqu'un de fort. Le VTC arriva à 7 heures. Hélène l'avait payé. Clara monta dans la voiture, les jambes flageolantes. Pendant le trajet, elle répéta mentalement son témoignage. Valois l'avait aidé à le préparer, mais lui avait demandé de ne pas l'apprendre par cœur. Parle avec ton cœur. La vérité sonne toujours juste. La conférence avait lieu dans un petit auditorium du centre de Paris, prêté par une ONG de défense des droits de l'homme. Hélène coordonnait tout avec une précision militaire. Les caméras étaient en cours d'installation, les assistants vérifiaient l'éclairage, les chaises étaient alignées. Les autres femmes étaient déjà là. Marion avait 28 ans, les yeux fatigués, un fils de 6 ans nommé Lucas. Elle était venue de Provence en bus, un voyage de 8 heures. Juliette était plus jeune, 23 ans, une fille de 3 ans dans les bras, une tétine à la bouche. Elle venait de la campagne, les mains tremblant tellement qu'elle peinait à tenir son sac. Les 3 femmes se regardèrent. Elles n'eurent pas besoin de parler. Elles comprirent tout dans le regard des autres. Sœur Thérèse arriva avec Sophia. La petite portait une simple robe bleue, les cheveux attachés avec un ruban blanc. Ses yeux verts curieux observaient tout. Quand elle vit Clara, elle courut l'embrasser. « Où est mon frère? Il est à la maison. Mais vous allez bientôt vous connaître pour de bon. » Les 5 enfants restèrent ensemble dans un coin de la salle, divertis par une bénévole de l'ONG. La ressemblance était frappante. Ils avaient tous ces yeux verts, la même forme de visage, les cheveux foncés. Il était impossible de nier leur lien de parenté. Valois organisa les documents sur la table. 5 tests ADN, 5 actes de naissance, des lettres, des messages, des photos. Tout était imprimé, plastifié, numéroté, des preuves irréfutables. Hélène confirma avec son équipe. 30 médias confirmés, 3 chaînes de télévision nationales, des portails d'information, des journaux, même des correspondants internationaux. Ça va être énorme, dit-elle à Clara. Très énorme. Prête? Clara regarda Léo qui jouait avec Sophia. Ils riaient tous les deux d'une bêtise, des enfants étant des enfants, innocents, méritant d'avoir un père. Je suis prête. Il restait 20 minutes avant le début quand les portes de l'auditorium s'ouvrirent violemment. 6 hommes en costume entrèrent. Des avocats. Elle en reconnut 2 du mariage. Le chef du groupe se dirigea droit vers Clara. « Mademoiselle Martin, je suis venu vous faire une dernière proposition. » Il ouvrit une mallette en cuir, en sortit des documents. 2 millions d'euros pour vous, 1 million pour chacune des autres femmes. Une pension alimentaire à vie de 10 000 euros par mois pour chaque enfant. Une assurance santé, l'éducation payée jusqu'à l'université. Il poussa les papiers vers elle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer et d'arrêter cette mascarade. Marion se leva de sa chaise. Elle regarda son fils jouer, les larmes aux yeux. 2 millions.
murmura-t-elle. L'avocat sourit. Net d'impôts, versé aujourd'hui même. Juliette se mit à pleurer doucement. Sa fille, dans ses bras, sentit la tension, se mit à pleurer aussi. « Je veux juste la paix », sanglota Juliette. « Je n'en peux plus. » Clara sentit le groupe s'effondrer. Elle voyait les chiffres dans la tête de chacune. À quel point cet argent changerait leur vie. Une maison à elle, de la nourriture à profusion, un avenir assuré pour leurs enfants. L'avocat insista. 5 minutes. Décidez maintenant ou l'offre expire. Et je vous garantis que vous regretterez de refuser. Clara regarda Léo. Il avait cessé de jouer. Il la regardait avec ses yeux qui demandèrent sans mots « Qu'est-ce que tu vas faire, maman ?» Elle se souvint du cri au mariage. « Papa !» L'espoir pur dans la voix de son fils, et la froideur dans les yeux d'Alexandre en le rejetant. Elle se leva, marcha jusqu'à Marion, lui prit les mains. Il recommencera, avec d'autres femmes, d'autres enfants. Si on accepte cet argent, on devient ses complices. Marion regarda Lucas. « Mais mon fils doit manger, et il mangera. » Clara lui serra les mains. Mais il doit aussi grandir en sachant que sa mère s'est battue, qu'elle ne s'est pas vendue, que la vérité vaut plus que de l'argent sale. Elle se tourna vers Juliette. L'argent s'épuise. La vérité non. Nos enfants grandiront. Ils poseront des questions. Et que leur répondrons-nous? Que nous avons vendu leur droit d'avoir un père? Juliette essuya ses larmes, prit une profonde inspiration, hocha lentement la tête. Tu as raison. Marion regarda l'avocat, puis Clara, puis son fils. On y va ensemble, dit-elle, la voix ferme pour la première fois. Clara se tourna vers l'avocat. Vous pouvez reprendre votre argent. Nous ne sommes pas à vendre. Son visage se durcit. Vous allez le regretter. Je vous le garantis. Hélène apparut à la porte. Messieurs, sortez. Nous passons à l'antenne dans 30 secondes. Les avocats reculèrent, la menaçant du regard. Ils sortirent en claquant la porte. Clara prit une profonde inspiration. Elle s'assit à la table. Marion et Juliette à ses côtés, les trois mères, unies par la douleur, maintenant unies par le courage. Hélène ouvrit les portes de l'auditorium. Les journalistes entrèrent en file indienne. Les caméras se mirent en position. Les lumières s'allumèrent. « Il n'y a plus de retour en arrière possible », murmura Valois. Clara regarda les enfants une dernière fois, puis les caméras. Il n'y en a jamais eu. L'auditorium était bondé. Les journalistes occupaient chaque siège. Les caméras étaient braquées sur la table principale. Les flashs crépitaient sans arrêt. Le brouhaha des conversations emplit l'espace jusqu'à ce qu'Hélène tape sur le micro pour demander le silence. « Bonjour, je m'appelle Hélène Bernard, journaliste d'investigation. Nous sommes ici pour révéler un cas grave d'abandon paternel systématique impliquant Alexandre Fournier, héritier du groupe Fournier Immobilier. » Les caméras se concentrèrent sur Clara, Marion et Juliette, assises à la table. Derrière elles, sur une rangée de petites chaises, les 5 enfants, Léo, Sophia, Lucas et les 2 autres. La ressemblance physique était impossible à ignorer. Les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux foncés, la même forme de visage. Clara commença son témoignage, la voix tremblante au début, puis gagnant en assurance. Elle raconta tout. La relation, la grossesse, les promesses, l'abandon, l'humiliation au mariage, l'arrestation injuste. Les journalistes prenaient des notes avec frénésie. Certains avaient l'air choqués, d'autres compatissants. Quand elle eut terminé, Marion prit la parole, puis Juliette. 3 histoires différentes, mais avec le même scénario cruel. Valois commença à projeter des documents à l'écran, des messages d'Alexandre, des promesses identiques à chaque femme. « Tu es différente. Je prendrai soin de toi. Notre enfant aura tout. » Des mots copiés-collés comme du spam. La porte de l'auditorium s'ouvrit avec fracas. Alexandre Fournier entra. Costume impeccable, cheveux coiffés, mâchoire crispée. Derrière lui, Éléonore avec une expression de fureur contenue. Un bataillon de 6 avocats les suivait comme des gardes du corps. La salle explosa. Les flashs crépitèrent comme un feu d'artifice. Les journalistes crièrent des questions en même temps. Les caméras de télévision se tournèrent pour capturer cette entrée dramatique. Hélène tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Fournier,
Ceci est une conférence de presse des victimes. Vous n'êtes pas invité. » Alexandre l'ignora. Il se dirigea droit vers le micro réservé aux questions de la presse. Un avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais il l'écarta d'un geste impatient. « C'est une imposture complète. » Sa voix sortit forte, assurée. « Ces femmes sont des escrocs professionnels qui tentent de salir mon nom et d'extorquer ma famille. » Il regarda droit dans les caméras, un sourire cynique aux lèvres. « Je ne connais pas ces personnes. Je n'ai jamais eu de relation avec aucune d'entre elles, et bien sûr, ce ne sont pas mes enfants. » Éléonore se plaça à côté de lui. « Mon fils est victime d'un complot orchestré, » ajouta-t-elle en désignant les femmes. « Ses enfants pourraient être de n'importe qui, probablement entraînés pour ce théâtre. » Léo se leva de sa petite chaise. Il s'avança jusqu'au devant de la salle. Sa voix sortit, petite mais claire. « Papa, c'est moi. »« Léo, tu ne te souviens pas ?» L'auditorium entier devint silencieux. Seul le bruit des appareils photo immortalisant l'instant. Un garçon de 4 ans implorant la reconnaissance de son père. Alexandre détourna le regard. Il ne put le soutenir. « Sortez cet enfant d'ici » ordonna-t-il à personne en particulier. Valois se leva. « Puisque monsieur nie connaître ces femmes, passons aux preuves. » Elle projeta sur le grand écran. Des messages WhatsApp. Le numéro était celui d'Alexandre, confirmé par l'opérateur. Des conversations intimes avec Clara. Des photos d'eux deux ensemble. Elle, enceinte, lui à côté, la main sur son ventre souriant. Alexandre pâlit légèrement. C'est un montage, manipulé numériquement. Valois sourit. Nous avons l'expertise technique de 3 laboratoires indépendants. Tous confirment l'authenticité. Les images n'ont pas été modifiées. Elle projeta d'autres messages. Maintenant avec Marion. Des conversations presque identiques. Puis avec Juliette. Le même schéma. Les mêmes phrases. Un avocat d'Alexandre se leva. Des relations consenties entre adultes ne prouvent pas la paternité. N'importe quel tribunal exigerait un test ADN avant toute accusation. Alexandre reprit confiance. Exactement. J'exige un test ADN. Je n'accepterai pas d'accusation sans preuve scientifique. Quelques journalistes semblèrent hésiter. La défense tenait la route. Parole contre parole. Sans ADN, l'affaire s'effondrait. Éléonore croisa les bras, satisfaite. Elle pensait avoir gagné. Valois regarda Hélène. Elles échangèrent un regard. Puis Valois se tourna vers Alexandre. « Très bien que vous le demandiez. » Elle cliqua sur la télécommande. L'écran changea. 5 rapports ADN apparurent côte à côte. Tous tamponnés, signés, authentifiés. Des laboratoires différents, des dates différentes. Tous positifs. Tous montrant une compatibilité de 99,9% avec Alexandre Fournier. Le visage d'Alexandre perdit toute couleur. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Aucun son n'en sortit. Les avocats se regardèrent, désespérés. Éléonore laissa tomber son sac par terre. La salle explosa de questions criées. Les caméras s'avancèrent. Les reporters tentèrent de se rapprocher. « Comment avez-vous obtenu le matériel génétique ?» cria un avocat, tentant de discréditer. Valois resta calme. Matériel prélevé sur un gobelet jeté par M. Fournier dans un restaurant public. Procédure entièrement légale en cas de refus de reconnaissance de paternité. Code civil, article 327, mais il y a plus, ajouta Hélène. Elle projeta les actes de naissance des 5 enfants, l'un à côté de l'autre, des dates espacées, des villes différentes, des mères différentes. Mais le schéma était indéniable. 5 enfants, 5 femmes, toutes employées ou ex-employées de la famille Fournier, toutes abandonnées. Puis vinrent les lettres, des déclarations d'amour écrites de la main d'Alexandre. L'expertise graphologique le confirmait. Des phrases répétées dans chaque lettre, comme s'il suivait un script. « Tu es spécial, différente des autres. Notre fils aura tout ce que je n'ai pas eu. Je vous reconnaîtrai, toi et notre bébé. » Des promesses identiques, des mensonges copiés. Des journalistes riaient avec mépris, d'autres secouaient la tête en signe de désapprobation. Le cynisme était transparent, évident, cruel. Alexandre tenta de parler. Il bégaya pour la première fois de sa vie. Je ne savais pas.
C'était des erreurs. Des erreurs? L'interrompit Hélène. 5 erreurs identiques? Éléonore tenta de se tourner pour partir. Des journalistes lui bloquèrent le passage. Des micros sous son nez. Des caméras empêchant sa fuite. « Vous étiez au courant ?» cria une journaliste. « Avez-vous payé les femmes pour qu'elles disparaissent ?» demanda un autre journaliste. « Est-il vrai que l'une d'elles est morte dans des circonstances suspectes ?» Éléonore ne répondit pas. Elle se contenta de pousser les gens pour essayer de se frayer un chemin. 5 secondes de silence pesant tombèrent sur l'auditorium. Personne ne bougea. Personne ne respira. Juste le son doux des caméras qui enregistraient. Puis, l'explosion. « Monsieur Fournier, comment expliquez-vous 5 enfants abandonnés ?» cria un journaliste. « Votre fiancée est-elle au courant ?» demanda une autre journaliste. « Allez-vous reconnaître les enfants maintenant ?» Une autre voix. « Combien d'autres enfants existent dont nous ne savons rien ?» Les questions fusaient de toutes parts comme des balles. Alexandre resta figé, en sueur, les yeux allant d'un journaliste à l'autre, incapable de répondre quoi que ce soit. Sophia, la fillette de 8 ans, se leva de sa chaise. Elle marcha lentement jusqu'à se retrouver devant Alexandre. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux verts identiques aux siens. « Pourquoi tu n'as pas voulu de moi, papa ?» Sa voix était petite, mais elle trancha l'auditorium comme une lame. Toutes les caméras se tournèrent vers elle. L'instant était capturé sous des dizaines d'angles. Un enfant demandant à son père pourquoi il l'avait abandonné. Alexandre baissa les yeux. Il vit Sophia. Il vit ses propres yeux dans son visage. Il ne put soutenir son regard. Il le détourna. Sophia continua, des larmes coulant silencieusement. « Maman disait que tu reviendrais. Elle a attendu jusqu'à sa mort. » L'auditorium entier retint son souffle. Certains journalistes s'essuyèrent les yeux. Un caméraman baissa sa caméra une seconde, trop ému pour continuer à filmer. Léo descendit aussi de sa chaise. Il marcha jusqu'à Alexandre. Il prit sa grande main entre ses 2 petites mains. « Papa, maintenant tu restes avec nous ?» Alexandre retira sa main brusquement. Le geste fut rapide, instinctif, cruel. 20 caméras capturèrent le moment exact. Un père rejetant le contact de son fils de 4 ans. Devant le monde entier, la salle entière eut un hoquet de surprise. Choquée, horrifiée. Une journaliste au fond cria « Lâche !» D'autres firent écho. Honteux, monstres, inhumains. Même les confrères journalistes, formés à la neutralité, ne purent cacher leur dégoût. Éléonore tenta de le défendre. « Vous ne comprenez pas la pression sous laquelle mon fils se trouvait ?» Une journaliste l'interrompit, la voix dure. « Nous comprenons parfaitement, madame. Votre fils a utilisé et jeté 5 femmes. Il a abandonné 5 enfants. Et vous l'avez aidé à tout couvrir. » Un caméraman plus âgé baissa sa caméra. Des larmes coulèrent sur son visage barbu alors qu'il regardait les enfants. Alexandre essaya de partir. Il bouscula un journaliste. Un autre lui bloqua le chemin. Des micros sous son nez, des caméras sous tous les angles. Il n'y avait aucune issue qui ne soit capturée, enregistrée, diffusée en direct. Un assistant d'Alexandre courut vers lui murmura quelque chose de désespéré à l'oreille, probablement à propos des dommages à sa réputation. Des actions en chute libre, des contrats annulés. Alexandre repoussa l'assistant avec force. L'homme trébucha, faillit tomber. Plus de flash, plus d'enregistrement. Chacun de ses mouvements aggravait la situation. Valois se leva à la table, tapa sur le micro pour attirer l'attention. Nous n'avons pas encore terminé. La salle se calma de nouveau. Tous se tournèrent vers elle. Hélène projeta la dernière bombe à l'écran. Un enregistrement audio commença. Qualité cristalline. La voix inimitable d'Alexandre. « Ne t'inquiète pas, maman. Je paie cette salope pour qu'elle disparaisse. Si elle insiste, on trouvera une solution, comme on a fait avec l'autre. » La voix d'Éléonore répondait « Tu es sûr? Je ne veux pas de problème comme la dernière fois. » Alexandre riait. « Détends-toi. Ils n'ont jamais rien prouvé. » L'enregistrement s'arrêta. L'auditorium fut en état de choc total. Les journalistes se regardèrent, incrédules. C'était un aveu, pas d'abandon, de quelque chose de bien pire. « D'où vient cet enregistrement ?» tenta de questionner un avocat, la voix désespérée.
Fourni par Françoise Lambert, ancienne employée de la famille Fournier, répondit calmement Valois. Enregistrement réalisé dans un cadre privé, mais obtenu légalement sous la protection des lanceurs d'alerte. Eh oui, le parquet a déjà été saisi, ajouta Hélène. L'enquête sur la mort d'Aurélie, la mère de Sophia, a été rouverte ce matin. De nouveaux témoignages sont apparus, de nouvelles preuves. Alexandre chancela. Il s'agrippa au bord d'une chaise pour ne pas tomber, le visage complètement blanc, la sueur perlant sur son front. Éléonore tenta d'éteindre les micros de la table. Un agent de sécurité de l'événement l'en empêcha gentiment mais fermement. Les avocats commencèrent à partir, un par un, abandonnant le navire en train de couler. Aucun d'entre eux ne voulait être associé à cela lorsque les accusations criminelles commenceraient. Clara se leva. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle s'adressa directement à Alexandre, sans intermédiaire, sans avocat, juste elle et le père de son fils. « Tu n'as pas fait d'erreur, Alexandre. » Sa voix était ferme, sans larmes, sans colère, juste la vérité brute. Tu as fait des choix. Tu as choisi ta réputation plutôt que 5 enfants. Tu as choisi l'argent plutôt que la responsabilité. Tu as choisi les mensonges plutôt que la vérité. Elle marcha jusqu'à se retrouver face à lui. Mais aujourd'hui, ses enfants choisissent la vérité. Et le monde entier regarde. La salle explosa en applaudissements. Des journalistes applaudissant. Des caméras capturant le moment. Clara, l'employée humiliée, debout face au millionnaire anéanti. Alexandre ne répondit pas. Il n'avait rien à dire. Il n'y avait pas de défense, pas d'excuse, pas d'issue. Il regarda les 5 enfants. Tous le regardaient en retour, attendant quelque chose qu'il ne donnerait jamais. Des excuses, une reconnaissance, une étreinte. Mais il n'avait rien en lui à part le vide. Il se tourna pour partir, trébucha sur ses propres pieds. Personne ne l'aida, ni les avocats restants, ni Éléonore, trop occupée à essayer de cacher son propre visage des caméras. Il tituba jusqu'à la porte, la poussa, sortit dans le couloir, les flashs crépitant encore. Les questions criaient encore. La porte se referma derrière lui avec un bruit définitif. À l'intérieur de l'auditorium, Clara retourna vers les enfants. Elle serra Léo dans ses bras. Puis Sophia. Les autres mères serrèrent aussi leurs enfants dans leurs bras. Marion et Juliette pleuraient. Pas de tristesse, de soulagement, de victoire. Valois éteignit les micros. Hélène déclara la conférence terminée. Mais les caméras continuèrent de tourner, capturant les 5 enfants ensemble pour la première fois, jouant, riant. Des frères et sœurs se découvrant les uns les autres. Léo montra un dessin à Sophia. Elle sourit. Lucas raconta une blague idiote. Tout le monde rit. Des enfants étant des enfants. Enfin libérés du poids d'un père qui n'avait jamais voulu d'eux. Et Clara, pour la première fois en 5 ans, respira, soulagée. C'était fini. L'auditorium bourdonnait encore de mouvements, même après la fin officielle. Les journalistes entouraient Clara, Marion et Juliette. Mais les questions étaient maintenant différentes, compatissantes, respectueuses. « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Clara regarda Léo jouer avec Sophia dans le coin de la pièce. Ils riaient tous les deux d'une bêtise, des enfants étant des enfants, soulagés, épuisés, libres. Marion acquiesça, essuyant ses dernières larmes. « Pour la première fois depuis des années, je vais pouvoir dormir en paix. » Juliette tenait sa fille dans ses bras, la berçant doucement. « Nous n'avons plus besoin de nous cacher, nous n'avons plus besoin d'avoir honte. » Les 5 enfants étaient réunis dans un coin de l'auditorium, divertis par des bénévoles de l'ONG. Ils dessinaient ensemble. Léo montrait à Sophia comment dessiner un chien. Lucas apprenait aux plus jeunes à faire des avions en papier. Des frères et sœurs se découvrant, partageant l'enfance qui aurait dû être la leur depuis le début. Sœur Thérèse observait de loin, souriante, des larmes de joie dans ses yeux fatigués. Hélène démontait le matériel avec son équipe. Elle avait déjà reçu plus de 100 appels. Tous les portails voulaient des interviews exclusives. Les émissions de télévision proposaient des heures de grande écoute. L'histoire était devenue virale en quelques minutes. Valois rangeait les documents dans un dossier, mais son téléphone ne cessait de sonner. 50 appels en une demi-heure. Des avocats de tout le pays proposant leur aide bénévolement.
des organisations de défense des droits de l'enfant voulant soutenir l'affaire, des parrainages pour l'éducation des 5 enfants. Clara refusa la plupart des offres d'argent. Je ne veux pas la charité, je veux juste la justice. Mais elle accepta les bourses d'études. Léo méritait une éducation de qualité. Tous les enfants le méritaient. Ils sortirent de l'auditorium par la porte de service pour éviter d'autres caméras. La lumière du soleil frappa leur visage. Clara cligna des yeux, s'habituant. On aurait dit qu'elle avait passé des jours là-dedans, pas seulement des heures. Léo courut vers elle, lui serra les jambes. « Maman, Sophia a dit qu'on pourra rejouer ensemble. »« Oui, mon amour, vous vous verrez très souvent. » Pour la première fois en 5 ans, Clara sourit. Un sourire sincère. Libre de tout poids, libre de toute peur. 15 jours s'écoulèrent comme des années pour Alexandre. Assis dans l'appartement qu'il avait loué à la hâte, après que Sophie l'eut chassé du penthouse qu'il partageait. Murs blancs et vides, meubles prêtés, silence oppressant. Le téléphone vibrait constamment. 200 appels sans réponse, des messages d'entreprise annulant des contrats, des conseils d'administration demandant sa démission, des associés voulant dissoudre des partenariats. La fortune qu'il avait bâtie pendant des années s'effondrait en quelques semaines. Éléonore appela une fois. Il ne répondit pas, elle lui envoya un court message. « Tu as tout détruit, ne me cherche plus. » Sa propre mère l'avait abandonné. Sophie avait donné une interview dans une émission populaire. Elle avait pleuré, s'était dite trompée, une victime. La procédure d'annulation du mariage était déjà en cours. Son père, Antoine Dubois, avait promis de poursuivre Alexandre pour préjudice moral. L'enquête criminelle sur la mort d'Aurélie avançait rapidement. Des témoins qui avaient peur auparavant parlaient maintenant. La police judiciaire avait saisi des documents, des enregistrements, des emails. Alexandre avait un avocat, mais même lui semblait sceptique quant aux chances de la défense. Alexandre, assis dans le noir de l'appartement vide. Bouteille de whisky à moitié vide sur la table. Barbe de plusieurs jours. Yeux cernés et rouges. Seul. Complètement seul. Clara en était à son 3e jour dans son nouvel emploi. Une ONG appelée Mères Unies lui avait offert un poste, coordinatrice, horaire flexible, salaire décent. Et le meilleur, une crèche dans le bâtiment même où Léo restait pendant qu'elle travaillait. Le bureau était simple mais accueillant. Murs peints en jaune pâle, des plantes aux fenêtres, des photos de mères et d'enfants heureux décoraient les couloirs. Clara recevait sa première consultante. Une jeune femme, peut-être 20 ans, tenant un bébé de quelques mois. Les yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Le père de mon fils a disparu. Il ne répond plus. Il a bloqué mon numéro. Je ne sais pas quoi faire. » Clara lui prit la main, la serra doucement. « Vous n'êtes pas seul. On va vous aider. » Les mêmes mots qu'elle aurait eu besoin d'entendre des mois plus tôt. Maintenant, elle pouvait les offrir à d'autres femmes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse. Clara était dans une émission de télévision matinale. Une interview calme, respectueuse. La présentatrice souriait gentiment, posant des questions sans sensationnalisme. « Comment va Léo aujourd'hui ?» Clara sourit, heureux. Il voit ses frères et sœurs chaque semaine. Il se fait des amis dans sa nouvelle école. Il ne demande plus après son père. « Et vous ? J'ai trouvé ma vocation. Aider d'autres femmes qui traversent ce que j'ai traversé. Donner une voix à celles qui ont été réduites au silence. » Léo regardait depuis les coulisses avec Madame Martine. Il mangeait un goûter, balançant ses petites jambes sur la chaise haute. Il ne comprenait pas tout à fait ce que faisait sa mère, mais il savait qu'elle était importante, qu'elle aidait les gens, et cela le rendait fier. La caméra montra une vidéo enregistrée quelques jours plus tôt, les 5 enfants ensemble dans un parc, courant, riant, jouant à chat, Léo et Sophia main dans la main, sautant dans une flaque d'eau, Lucas poussant les plus jeunes sur la balançoire. Des frères et sœurs. Enfin des frères et sœurs. Clara observait par la fenêtre du bureau de l'ONG. En bas, sur la petite place, Léo jouait avec d'autres enfants. Il courait après un ballon. Il tomba, se releva seul, rit, continua à jouer, fort, résilient, heureux.
Elle avait reçu une proposition pour écrire un livre, raconter toute son histoire. Les maisons d'édition se disputaient les droits. Mais Clara n'était pas encore sûre. Peut-être un jour, quand les blessures seraient plus cicatrisées. Pour l'instant, il suffisait de vivre. Un jour à la fois, se réveiller sans peur, dormir sans cauchemar, voir Léo grandir en bonne santé et aimer. Valois appela avec des nouvelles. La procédure de reconnaissance de paternité des 5 enfants était terminée. Tous les noms avaient été officiellement modifiés. Alexandre Fournier figurait comme père sur tous les actes de naissance. La pension alimentaire avait été fixée par décision de justice. 15% de ses revenus pour chaque enfant. Clara raccrocha le téléphone. Elle regarda la photo sur son bureau. Elle et Léo le jour de la fête de la crèche. Tous les deux souriants, dans les bras l'un de l'autre. Heureux. La justice n'effaçait pas la douleur. Elle ne rendait pas les années perdues. Elle ne donnait pas à Léo le père qu'il méritait, mais elle donnait la dignité. Elle donnait la vérité. Elle donnait la paix. Et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, votre j'aime me montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec bienveillance à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer. Et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.